Un résumé de ce livre, Les ondes nocives, écrit par Jacques Mandorla. Il est journaliste d'investigation. On a un livre en gros de 450 pages là, qui va rentrer dans pas mal de détails et du coup qui est intéressant pour avoir une approche un peu plus, on va dire, concrète sur les ondes. On entend parler, on entend plein d'avis, mais en final, de quoi parle-t-on vraiment? Ça va être un peu l'objectif de ce livre. Il démarre justement par en savoir plus sur les ondes. Donc on va parler d'ondes gravitationnelles, telluriques, sonores, électriques, etc. Donc les ondes électromagnétiques, c'est quand même le cœur du sujet. Hein. Il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'on sépare deux choses dans un champ électromagnétique. La partie électrique, donc le champ électrique, qui va se mesurer en volts par mètre, qui en fait est un champ qui résulterait de l'action à distance de particules électriques. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail, on ne va pas faire compliqué, on s'imagine juste qu'effectivement c'est à distance l'effet de l'électricité qui passe dans des fils ou dans des appareils. Deuxième partie dans les champs électromagnétiques, la partie magnétique, qui se mesure en Tesla. On connaît les aimants, mais en fait tout matériau parcouru par un flux d'électrons va pouvoir devenir lui-même un émetteur de champ magnétique. Après, il va caractériser aussi tout ce qui est basse fréquence, etc. Là, en reprécisant effectivement que il y a beaucoup de choses qui dépendent de la fréquence. Que par exemple sur la Terre, on peut voir des champs qui sont autour de 3 à 30 Hz, donc 30 variations par minute. Ce sont des champs dits extrêmement basse fréquence. Et en fait, ce sont des champs avec lesquels on a vécu pendant très longtemps, puisqu'ils sont naturels. Et donc il parlera comme ça de toutes les catégories de niveaux de fréquence, en arrivant avec effectivement tout ce qui est par exemple télédiffusion, on est sur du mégahertz, avec des puissances élevées, mais on verra plus loin l'impact de ces puissances. Alors, les dangers. C'est quand même, dans le titre, les ondes nocives, on va parler de dangers bien sûr. Donc il y a pas mal de choses qui sont relatées, je vais en préciser juste une ou deux. Par exemple, en 1979, aux USA, les enfants qui étaient près de lignes à haute tension ont eu 2 à 3 fois plus de cancers. Ça, c'était en 79. C'est des études qui ont été faites avec des premières suspicions d'impact des ondes. Ici, là, c'est des lignes à haute tension. Une deuxième, en 90, aux USA, 6 fois plus de cancers du sein pour le personnel des entreprises de téléphonie ou de production d'électricité. Bon, c'est pas rien. Ça existe et ça a été déjà montré, si ce n'est mis en doute depuis fort longtemps. Il y a comme ça plein de choses qui sont citées dans ce livre. Alors, ce qui est intéressant après, c'est tous les débats, c'est quelle valeur limite en final, parce qu'on se dit, bon ok, on sent bien que dans certains cas, ça va augmenter les risques au niveau santé. Maintenant, et c'est un des enjeux de ce livre aussi, de se dire j'augmente ma compréhension de tout ça, et du coup, comment je me protège, et pour ça, effectivement, on va parler des valeurs limites. Alors, en 98, en France, a priori, ça c'était toujours pas à jour en 2016, date du livre, et là, on va bien séparer les basses fréquences des hyperfréquences. Donc, les basses fréquences, la limite en France a été mise à 5000 volts par mètre, et 100 microtesla, pardon. Pour les hyperfréquences, là par contre on va prendre en compte la fréquence. Donc, par exemple on est à 29 volts par mètre pour 400 MHz et on est en 61 volts par mètre pour 2 GHz. Ça ce sont les valeurs limites émises en France, encore valables en 2016. La seule chose c'est que quand on regarde autour de la France, les valeurs sont différentes. Alors on va jeter un coup d'œil là où elles sont plus basses. Par exemple aux USA. Et les USA c'est quand même pas rien, puisqu'en général ils sont assez moteurs en tout cas, ce qu'ils décident a tendance à suivre dans le reste des pays. Aux USA, on est à 10 volts par mètre pour les basses fréquences et 0,2 microtesla. Ça fait 500 fois moins qu'en France. En Allemagne, ils sont à 1,5 volts par mètre, toujours pour les basses fréquences, et 0,1 microtesla. Là, on est à 1000 fois moins qu'en France. Bon, c'est quand même pas rien. Ça peut paraître anodin, mais passer de 10 volts par mètre
à 5000 volts par mètre, franchement, l'écart est énorme. On pourra le montrer sur d'autres tests et d'autres mesures, mais les 10 volts par mètre sont pour moi quelque chose qui paraît une limite franchement maximale. L'OMS, par exemple, a défini le seuil de 0,2 microtesla comme seuil d'exposition chronique à partir duquel il y a une augmentation du risque de leucémie infantile. 0,2 microtesla. D'accord? En France, on parle de 100. Bien, après il va parler d'appareils pour détecter les ondes, donc ça je ne rentre pas dans ça, vous verrez dans le livre. Un rapport en France là, de 2009 disait que le niveau de preuve n'était pas suffisant à l'État pour établir définitivement des relations. Mais la conclusion de ce rapport français préconise de réduire l'exposition au champ électromagnétique. Bon, c'est quand même intéressant quand un rapport officiel dit ok, on ne sait pas, c'est pas définitif, il faut faire encore de mesures, mais la conclusion c'est limiter les expositions. Et ça c'est fondamental, et on va le voir dans les explications qui suivent. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire chez soi et en dehors qui vont franchement dans le bon sens. Beaucoup de choses sont multifactorielles. Si les ondes sont un facteur important, et ça dépendra des gens, il y a des solutions à appliquer qui sont vraiment simples. En 2010, il y a un rapport syndrome des micro-ondes de 2 docteurs qui montraient un épuisement rapide et une dérégulation des systèmes nerveux et endocriniens et de l'ensemble du système immunitaire. Là c'est pareil, si on commence à toucher à ces systèmes-là, des problèmes de santé peuvent s'en suivre très largement. Donc on va dire c'est pas les ondes directement qui ont attaqué telle ou telle chose. Si on fait des études qui veulent démontrer ça, on va pouvoir démontrer à la rigueur que ça ne fait pas grand-chose. Par contre, si on met à genoux système nerveux, endocrinien et immunitaire, inutile de dire que ce qui va s'en suivre pourra ne pas être très agréable. Donc, il parle aussi des phases d'alarme, par exemple, qui en fait, au final, si on est exposé aux ondes de manière répétitive, on est dans un schéma classique d'adaptation au stress. Donc, à la rigueur, comme on est dans un schéma classique d'adaptation au stress dans notre vie moderne, on ne marquera pas forcément grand-chose. Par contre, quand on passe en phase de résistance par rapport aux expositions aux ondes, là on va rentrer dans des sécrétions hormonales et bon, là c'est pareil, il n'y aura pas forcément de choses très concrètes. Par contre, on va commencer à dysfonctionner à cause du système hormonal qui va lui essayer de corriger des choses. Il parle aussi d'un rapport en 2013, ces ondes qui nous menacent, donc il donne pas mal d'informations là-dessus. Et en fait, la conclusion, c'est que tout ce qui est perçu par certaines personnes sensibles ne sont pas réductibles à de fausses croyances. Il y a des choses qui se montrent. En 2014, la RATP qui conclut que dans certains endroits, au niveau du métro, les expositions aux ondes électromagnétiques sont trop importantes. En 2015, 190 scientifiques de 39 pays qui demandent à ce que les champs électromagnétiques soient classés en 2A, cancérogène probable, et non plus en 2B comme peut-être cancérogène, selon le classement de l'OMS de 2011. Là c'est pareil, on se rend compte qu'il y a beaucoup des mots, alors c'est peut-être cancérogène, ou c'est probable, enfin, pour certains on peut penser que l'on joue pas mal sur les mots, en tout cas, on sent bien que la tendance elle est à confirmer de plus en plus officiellement qu'il y a un vrai risque. Il parle des lumières bleues, on en entend beaucoup parler par ailleurs, mais les LED avec des longueurs d'onde bleu-violet sont nocives. On parle de DMLA et compagnie. Donc là aussi, il y a des conclusions assez simples, c'est éviter par exemple ces lumières-là pour lire longtemps le soir. C'est pas face à tout ça se dire on ne peut plus rien faire, on est cerné. À chaque fois, il y a des petites choses à faire une fois qu'on a compris les principes. On peut faire des choix éclairés, c'est le cas de le dire. Sur les animaux, juste un exemple, des œufs couvés en contact avec un téléphone en émission, 75% de mortalité contre 16% dans le groupe témoin. Il a un chapitre sur les ondes pour guérir, parce qu'effectivement, par exemple, la machine d'Antoine Prior montre aussi des choses bénéfiques. Donc là aussi, on pourrait se dire, ça guérit d'un côté, ça fait du mal d'un autre. Tout dépend de la longueur d'onde et des puissances d'émission. Les conseils pour réduire les effets des ondes. J'en donne juste quelques-uns, mais vraiment très simples. La première, c'est la mise à la terre. Déjà que son domicile ait une terre correcte
qui soient dans des bonnes valeurs et qu'elles arrivent bien cette terre à chaque prise de terre. Donc il y a des appareils pour mesurer ça. C'est intéressant. Dans la chambre, forcément, on évite de mettre tout ce qui est champ électromagnétique qui soit à hauteur du lit et qui puisse émettre toute une nuit. On passe un temps fou dans cette pièce et sincèrement, c'est dommage d'éviter d'avoir des émissions continues toute la nuit. Quand on est dans des situations d'émission, ce qu'il dit, c'est par exemple faire une pause toutes les 30 minutes. Bon voilà, il donne pas mal de conseils comme ça. Après, il va parler de la maladie des ondes, donc, qui s'appelle l'électrosensibilité. Donc, en fait, les cellules du corps récupèrent les ondes avec leur fréquence propre et peuvent entrer en résonance. On a pas mal de choses, bon, biologie des croyances encore, mon résumé, qui met tout l'intérêt sur la membrane cellulaire. Effectivement, cette membrane cellulaire, elle est purement électrique et elle laisse rentrer des choses ou pas, et laisse sortir des choses ou pas. Donc si elle rentre en résonance à partir de certaines ondes, on peut imaginer très aisément qu'il y aura perturbation. La démonstration n'est pas encore faite, je ne sais pas si elle sera faite un jour. Mais déjà là, rien qu'avec un peu de bon sens, on se rend compte qu'effectivement, on est face à un sujet. Luc Montagnier, par exemple, montre aussi qu'il y a libération de radicaux libres. Et induction de cancer. Par exemple, 2 fois plus de cancer chez les rats exposés en continu. Exposés en continu, c'est un cas extrême, mais c'est 2 fois plus. Dominique Belpomme aussi, qui œuvre beaucoup autour du sujet, qui dit que nous sommes tous électrosensibles. Par exemple, plus de 1000 patients étudiés ont montré une baisse de flux sanguin. Et si le sang circule moins, on a un manque d'oxygénisation de tous nos systèmes cellulaires. Et forcément, potentiellement, plus de problèmes. En Suède, le handicap est reconnu, par exemple. C'est pas encore le cas en France. Un autre aspect dans ce livre, ce sont les tests. Donc, par exemple, Gérard Dieuze, qui a aussi un autre livre, montre de manière très démonstrative comment les ondes peuvent limiter ne serait-ce que les mouvements musculaires. Dans ce livre, il parle aussi du test classique qu'on appelle Bidigital O-ring test. En fait, on fait ce test-là en tirant très fort avec les 2 doigts jusqu'à ce que ça lâche pour juger quel niveau de résistance on a au niveau des doigts. Et par exemple, on prend son smartphone et on met son smartphone en communication sur soi et on refait le test. Et on peut juste voir effectivement qu'on va lâcher beaucoup plus vite. À chacun de faire le test, c'est assez démonstratif. Après, un chapitre sur le fait qu'on continue d'apporter des protections. Il y a une loi française de 2015 qui interdit le Wi-Fi dans les espaces d'accueil, de repos et les établissements qui ont des enfants de moins de 3 ans. On n'a pas forcément en tête. La Russie recommande pas de portable avant 18 ans. Au niveau du téléphone portable, cette belle invention, mais qui peut devenir démoniaque, donc il parle du DAS, le débit spécifique, l'absorption au niveau de la peau. Ce qu'il faut juste comprendre là encore, c'est que les mesures sont faites en n'étant pas au contact de la peau. Et dans notre usage courant, en fait, on peut multiplier par 5 les valeurs que l'on peut voir sur les boîtes des téléphones. Donc, là encore, les conseils sont simples, c'est éloigner les téléphones en communication, mettre ta main libre, mettre le haut-parleur, plus il est loin de nous, mieux c'est. D'ailleurs, sur les études qu'il montre, on a par exemple cette étude avec ici 3 photos, histoire d'être un peu démonstratif, mais on voit la pénétration des ondes en mesurant la chaleur. On voit ici pour un enfant de 5 ans, où on note au passage qu'effectivement l'épaisseur du crâne est plutôt de 0,5 mm, et on peut observer toute une pénétration sur toute cette distance. À 10 ans, c'est beaucoup moins, et pour un adulte, c'est encore moins. Donc, là c'est pareil, il y a des conclusions qui sont assez évidentes, c'est que déjà les enfants
qu'on les limite fortement avec les téléphones mobiles, on a bien vu pour la Russie tout à l'heure, qu'on leur explique tout ça, on a le devoir de leur expliquer, c'est vrai que il faut qu'ils puissent arriver à comprendre. À la rigueur, montrer ce genre de schéma est utile, parce qu'hélas, comme souvent, c'est souvent la peur notre moteur. Alors, on a beau essayer de parler que de positif de temps en temps, je pense qu'il faut aussi pouvoir montrer des choses concrètes. Dans les études en 2008, on montrait que l'ADN pouvait être lésé. Donc on ne parle pas de petits sujets. En 2014, encore une étude, corrélation entre portable et cancer. Un usage de 10 ans de téléphone et le risque de développer une tumeur au cerveau est doublé. En 2006, pareil, une étude sur 13 000 femmes, depuis la naissance jusqu'à 7 ans. Et du coup, dans le groupe des mères qui utilisaient le portable, c'est 80% d'enfants avec des difficultés de comportement. Enfin, 80% de plus que le groupe n'ayant pas de portable. Là encore, c'est énorme. Donc, il aborde 13 conseils pratiques pour se protéger des ondes des téléphones portables. Limiter la durée d'appel à 6 minutes, par exemple, attendre entre 2 appels, s'éloigner des autres, et se mettre dans des conditions de réception optimales, pas en mouvement dans les transports, et bien sûr tout ça par la tête de livre, il précise tout ça dans cette partie du livre. Après il parle des antennes relais. Il faut savoir qu'on peut faire mesurer les champs électromagnétiques d'une antenne relais près de chez nous, ça c'est intéressant aussi. Les valeurs limites en fait en France sont trop élevées. On va retrouver par exemple pour la 4G 61 volts par mètre, alors qu'en Autriche ils sont à 0,6. Voilà, en France, on a écouté sûrement beaucoup de groupes de pression et les valeurs qu'on a accepté d'appliquer sont trop élevées. Alors bien sûr, si on les baissait, ces valeurs limites, il faudrait multiplier le nombre d'antennes. On peut comprendre les impacts dans tous les sens. Par exemple, une ferme, il y a une étude qui montrait une ferme que 1600 poules ne pondaient plus d'œufs après l'installation d'une antenne relais. Quand elles sont parties, quand elles ont du coup été données ailleurs, elles ont repondu. Donc je crois que c'est démonstratif là encore. Après il parle des lignes à haute tension. Donc là je ne vais pas m'étendre, beaucoup de chiffres sur l'éloignement à conseiller en fonction des types de lignes. Faut savoir qu'il y a eu en 2015 il y a eu une condamnation par rapport à des lignes qui ont été installées à 60 mètres. Et du coup, les vaches qui souffraient d'inflammation. Et après suppression de la ligne, c'était redevenu normal. Mais il y a eu une condamnation pour ça. Parce que quelque part, les gens qui manipulent et qui industrialisent tout ça savent aussi les limites dans ces technologies. Après, un chapitre sur chez soi, comment se protéger. Bon, il va parler de choses un peu techniques comme les interrupteurs automatiques de champ, mais c'est vrai que c'est utile. Après, au niveau des appareils, il va étudier pas mal d'appareils pour montrer en finale les valeurs pour les appareils courants. Par exemple, les ampoules basse conso, c'est 10 volts par mètre en étant éteintes. Éteintes, il faut bien entendre ça, elles ne sont pas allumées. Quand elles sont allumées, c'est 260. Et quand elles sont allumées, il faut être du coup à 60 cm pour retrouver les 10 volts par mètre. Donc évidemment, pas de lampe de chevet, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, il en cite plein, je vais juste en citer un deuxième sur les fours à micro-ondes. On est à 30 volts par mètre éteint ou allumé. Donc là, on parle du fait d'être proche de l'appareil. Et on peut aussi parler un petit peu du fait d'utiliser cet appareil. Alors dans son livre, il montre juste plusieurs expériences, mais je vais vous montrer juste celle-ci. Vous voyez à droite des graines qui ont été plantées et qui ont été arrosées avec de l'eau purifiée, à droite. Et à gauche, arrosé avec de l'eau passée au micro-ondes. Donc là, on est au bout du 9e jour. Et au bout du 9e jour, on peut voir aisément la différence entre ces deux pots, avec une partie quand même qui semble bien plus vivante que l'autre. Et pour terminer juste sur le micro-ondes, en 92, en Suisse, une étude de 8 personnes qui mangeaient des aliments passés au micro-ondes a montré entre autres une hausse du taux de cholestérol, une baisse des globules rouges et blancs et une baisse du taux d'hémoglobine.
Donc l'impact, il a été mesuré concrètement sur des personnes. Voilà. Bon, les téléphones DECT à la maison, vous savez, les téléphones sans fil, ben là c'est pareil. L'émission, c'est 150 volts par mètre quand c'est éteint, et 170 en marche. Donc évidemment, téléphone filaire, peut-être une bonne idée pour supprimer une source de perturbation. Un aspirateur, c'est plus de 1000 volts par mètre et 2000 microtesla. C'est absolument énorme. Bon, voilà, c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent, mais donc il mesure comme ça plein d'appareils, en passant par les plaques à induction qui sont à 1400 volts par mètre quand elles sont éteintes. Donc ce sont des valeurs très importantes qu'il faut pouvoir prendre en compte. Là encore, si on est sensible à tout ça, c'est capital de prendre en compte ça. Et si on est dans une démarche de santé et qu'on veut limiter les sources, typiquement, moi je suis revenu au gaz, alors que j'avais trouvé ça très bien. L'induction, c'est vrai que c'est super pratique. Mais bon, il y a parfois un prix à payer, qu'on voit pas forcément tout de suite, mais voilà. Il parle de Linky, du Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, une étude de 2011, Fertility and Sterility, qui a montré l'impact sur les spermatozoïdes par rapport aux expositions. Donc les conseils sont simples, là encore, c'est le filaire, utiliser le filaire. Tout simplement, les bons câbles Ethernet. Si vous faites refaire vos installations à la maison, mettez des câbles filaires, des prises Ethernet partout, et c'est simple. Et puis il donne plein de conseils, mais coupez la box la nuit. Vous trouverez facilement sur internet pour chaque opérateur comment au moins programmer la coupure Wi-Fi la nuit, typiquement à partir de 23h, 22h, comme ça peut pousser à se coucher un peu plus tôt, et éviter de le consulter au lit. Jusqu'au matin, on peut couper automatiquement chaque nuit le Wi-Fi. C'est ce qui est fait à la maison, et franchement, on s'en porte pas plus mal, et ça nous évite aussi d'y passer du temps. Un chapitre sur les éoliennes, c'est très intéressant parce qu'au final, là on entend aussi beaucoup de débats, et il y a un aspect important qu'on n'imagine pas, c'est le côté des ondes générées par le passage des pales devant le mât. Et on a donc du coup un champ acoustique, et c'est entre autres ça qui peut gêner les riverains des éoliennes. Donc là il en parle pas mal de tout ça, avec par exemple aussi là encore en 2015 des vaches qui donnaient 2 fois moins de lait à cause d'éoliennes. Bon, sa conclusion c'est l'éolienne offshore, c'est là où on aura globalement le moins d'inconvénients par rapport aux riverains. Effectivement, ça paraît être une solution intéressante. Il parle d'énergie solaire, il parle aussi de géobiologie. Alors la géobiologie est un aspect intéressant qu'on connaissait beaucoup au niveau des anciens, qu'on connaît moins maintenant, mais c'est l'impact des champs électromagnétiques naturels sur le vivant, sur la santé humaine entre autres, mais pas que. Avec par exemple l'effet falaise qui est lié à des failles. Donc tout ça, ça se mesure, ça se montre aussi, c'est un sujet qui revient au goût du jour. On parle de nos cristaux de magnétite dans le corps qui vont du coup avoir un impact avec tous ces champs terrestres. Donc là je passe, c'était une partie assez intéressante du livre qui est assez bien développée. Voilà, après il parle un peu de Feng Shui. Et puis il a un chapitre qu'il appelle le grand bazar des protections. Alors en gros, là-dessus, personnellement, c'est pas la partie qui m'a le plus intéressé, parce qu'en résumé, il critique toutes les solutions, mais moi j'ai eu un manque d'arguments autour de tout ça. Parce que je voudrais bien comprendre le fait de dire, bah voilà, telle chose n'est pas intéressante, le pourquoi. La seule chose qui m'a parlé, c'est ce qu'on peut coller sur les téléphones. Effectivement, si on admet que ça réduit les émissions, le souci, c'est que quand on va serrer du téléphone, le téléphone, s'il est empêché dans sa transmission, il va du coup augmenter sa puissance d'émission. Donc, à voir, là encore, mon avis, j'ai tout trouvé, c'est vaut mieux couper les données mobiles tout le temps, les allumer quand on veut s'en servir, et voir se mettre en mode avion aussi la plupart du temps, et puis avoir des temps de communication, ce qui d'ailleurs a beaucoup d'avantages aussi par rapport à toutes les interruptions et la folie de cette charge mentale générée par cet outil. Donc, bon. Voilà.
pour la partie du livre, j'ai résumé assez vite parce que c'est vrai qu'en fait il apporte beaucoup de choses. C'est ce qui du coup me paraît intéressant dans ce livre, c'est que on va vraiment ouvrir sa connaissance autour des ondes, en apportant des ordres de grandeur, en apportant des valeurs. Moi je retiens 10 volts par mètre pour les basses fréquences et 0,2 micro-Tesla. Et pour les hyperfréquences, bon voilà, on a vu les chiffres, mais... ce livre aussi, sincèrement, si on se met en œuvre pour appliquer des solutions simples de protection, eh ben, on va pouvoir, je pense, diminuer nos perturbations. Et dans le côté multifactoriel, ben, au moins on aura un sujet qui sera un peu mieux maîtrisé et qui quelque part nous fera un peu moins peur parce qu'on va le comprendre et puis on va s'en protéger un peu plus. Voilà pour ce résumé.